au rugby. Et là, vous sortez le 15 novembre, donc vous venez nous en parler un petit peu en avant-première. J'ai ici juste la maquette de ce livre, si je retrouve la couverture. C'est Éco-design, chemin vertueux au pluriel. Voilà, la couverture, si on peut la voir. Chemin vertueux au pluriel, pourquoi? Oui, parce que Dieu sait qu'il n'y a pas, en matière voie unique, hein. d'éco-design, il n'y a pas qu'une voie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de voix qui en parlent et qui en parlent pas toujours à bon escient. Pourquoi chemin vertueux? Parce que d'abord, il faut que cette production, cet emballage, il faut déjà le considérer dans un cycle de vie. C'est une globalité qui va de l'extraction de la matière première, la fabrication du matériau, la fabrication de l'emballage, la consommation, enfin la distribution, la consommation, pour aller dans un centre de tri, enfin une ordure, un centre de tri, et peut-être être recyclé ou revalorisé. Donc il y a énormément de gains possibles et il y a énormément de chemins possibles. Il faut sortir de la guéguerre des matériaux où on aurait le papier et carton qui serait plus facilement recyclable ou renouvelable. Enfin, c'est un livre qui est assez global et qui essaie d'explorer toutes les pistes Toutes les possibles. pistes à explorer, sans doute peut-être parce que déjà le packaging est une des choses, les emballages sont déjà très très recyclés finalement. C'est Oui. le premier réflexe du consommateur lambda quand on lui demande ce qu'il fait pour le bien-être de la planète. Absolument. Il y a une contradiction dans le discours. Oui, pas dans le discours, mais il y a l'emballage et le packaging a vraiment une mauvaise presse, une mauvaise image. C'est pas tellement étonnant, parce que quand on interroge les consommateurs, enfin les gens globalement sur ce qu'ils font, les gestes qu'ils font pour l'environnement, en grande majorité, bien avant économiser de l'eau ou éteindre l'électricité quand ils sortent d'une pièce, pourtant ça nous semble naturel, ils déclarent trier leurs emballages à 50% par rapport à 30% pour éteindre l'électricité. Donc c'est quelque chose de très important. L'emballage, on est confronté tous les jours, hein. Il n'y a pas une activité que nous fassions, même au niveau professionnel ou à la maison, on n'a pas un emballage. Et l'emballage en fin de vie, c'est quoi? C'est un déchet, ça devient une ordure. Donc il a ce défaut d'être visible et d'être visible comme ordure, donc d'être un petit peu stigmatisé comme un déchet. Voilà. Ça prend beaucoup de place dans les poubelles. C'est la face visible, si j'ose dire, de la responsabilité de chacun, et c'est peut-être une raison pour laquelle, en tout cas, les gens s'en préoccupent de plus en plus. Un bon point finalement pour vous et votre profession, en tout cas de la façon dont vous l'abordez, c'est que du coup les mentalités évoluent dans le bon sens. Maintenant, dans votre livre, séquencé en plusieurs parties, il y en a une, c'est les gains pour notre planète. En deux mots, quels sont les gains possibles avec l'éco-design? Les deux, trois chemins les plus vertueux. Les gains les plus importants sont des gains de logistique, puisque en fait l'emballage est transporté. Et là, on peut faire énormément de gains. Justement, je parlais de palettisation, c'est-à-dire de dessiner des emballages qui seront encore fonctionnels, esthétiques, mais qui permettent un meilleur convoyage, qui permettent une meilleure palettisation, qui puissent se transporter, avoir moins de place, moins lourd. Bon. Donc il y a plein de choses à ce niveau-là. Il y a aussi le gain, vous en parliez, pour faciliter la gestuelle du consommateur quand il a fini, pour le jeter, pour qu'il prenne moins de place justement, puisque on voit les bouteilles qui se compressent plus facilement. Se compresser, séparer les matériaux aussi. Donc il y a énormément de choses possibles. C'est vrai que nous avons déjà des taux de recyclage important, mais la directive européenne de 2004 nous a fixé des barèmes encore un petit peu plus hauts, donc il faudra y arriver matériau par matériau. Mais bon, il y a plein de choses possibles et nous en sommes qu'au début. Et c'est vrai que ce métier du designer packaging, designer volume est très intéressant, parce que je considère que dans 10 ans, 80% des produits emballés auront changé d'emballage ou de mode d'emballage, justement pour être beaucoup plus respectueux pour l'environnement. Donc on a pas mal de travail à faire là-dessus. D'accord. La dernière partie de ce livre, c'est l'éco-pack attitude. C'est un peu le vadémécum que vous proposez à tous les lecteurs pour qu'au quotidien, ce soit des consommateurs responsables, mais j'imagine pour que ceux qui sont concepteurs du packaging le soient. J'en prends au hasard. Donc bon, des entreprises responsables, vous venez de nous en parler, c'est toute la partie un peu industrielle. Les axes créatifs de progrès.
Alors les axes de progrès, bon, dans l'éco-pack attitude, il y a plusieurs choses. Je disais qu'effectivement les consommateurs sont très, en tout cas sensibilisés, les industriels le sont, mais le premier acte de progrès pour moi c'est l'éco-éducation. Alors l'éco-éducation bien évidemment des jeunes à l'école qui transmettront la bonne parole à leurs parents, mais aussi des industriels. Mes clients qui sont producteurs d'emballage, je le dis clairement dans le livre, payent des droits à polluer, je préférerais qu'ils payent des droits à être éduqués, c'est-à-dire que tous les gens qui font de l'emballage et qui font du design packaging soient bien éduqués sur ce qu'ils font et, et comment ils le font. J'avais écrit un article il y a quelque temps, responsable, bientôt coupable. Je crois qu'il faut vraiment méditer. Donc l'éco-éducation, vous avez aussi donc tout ce qui est l'éco-design, et dans l'éco-design effectivement je propose plusieurs pistes, d'intégrer en amont toutes les pratiques de l'éco-conception qui est quelque chose d'industriel, de l'assistance à jeter, puisque c'est ça, le fameux séparation des matériaux, voilà, dont vous parliez tout à l'heure. Mais aussi ce dont je parlais tout à l'heure, essayer vraiment de faire des actes de design, des actes même de design graphique comme design produit, qui soient en le réfléchissant de manière économe par rapport à l'environnement. C'est tout à fait faisable. Anticiper les gestes du consommateur. Oui, mais même un petit peu moins d'encre ou réparti différemment. Autant de gestes qui finalement n'impactent pas sur la finalité marketing du Absolument pas. On fera exactement la même chose. Le consommateur ne verra pas la différence. C'est qu'un élément, même le consommateur, même le marketing, ce n'est qu'un élément de plus dans le cahier des charges. On nous fixe dans nos cahiers des charges beaucoup de contraintes qui sont la plupart du temps la cible. Voilà, des contraintes de type marketing. Des contraintes de type marketing, c'est une contrainte, ça pourrait être une contrainte marketing. Vous voulez plus de contraintes. C'est rare qu'on reçoive ici des responsables d'agence qui veulent davantage de contraintes dans leur brief ou dans tout ce qu'on leur demande de faire. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu nous expliquer votre expertise, qui, je le rappelle, tombe par pure coïncidence au moment du Grenelle de l'environnement. Ce n'était pas un coup marketing pour le coup de votre part. Non, il était prévu depuis 2 ou 3 ans ce livre. Voilà, en tout cas, j'espère qu'on pourra se retrouver très bientôt sur ce plateau, mais alors avec un de vos clients pour confronter le point de vue d'un éco-designer responsable donc, et d'un responsable marketing qui peut-être a dû avoir des réticences. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt, au revoir.